On va passer maintenant au récapitulatif des interactions entre ces différents organes. Ces taux hormonaux n'évoluent pas au hasard. En réalité, les différentes productions d'hormones sont régulées comme c'est représenté ici. Le complexe hypothalamo-hypophysaire correspond à l'ensemble de l'hypothalamus et de l'hypophyse qui se trouvent donc dans le cerveau. Ce complexe existe aussi chez l'homme et fonctionne de façon à peu près similaire à ce qu'on voit ici chez la femme. L'hypothalamus produit une première hormone qui s'appelle le GnRH et qui stimule de façon quasi locale la production par l'hypophyse des deux hormones qu'on a citées précédemment, à savoir la LH et la FSH. L'hypothalamus fonctionne en permanence, produit en permanence du GnRH et donc on a une production qui n'est pas toujours constante, avec un pic au milieu du cycle à peu près, de LH et de FSH. On a donc mis un plus ici qui signifie donc stimulation. Donc première stimulation, stimulation de l'hypophyse par l'hypothalamus. En réponse, donc l'hypophyse produit deux hormones qui circulent dans la circulation générale et qui vont agir à grande distance puisqu'elles vont agir sur les ovaires. En réponse à cette stimulation par la LH et la FSH des ovaires, ceux-ci produisent une fois par mois, on l'a dit, une fois par cycle, un ovule, et ils produisent également leurs hormones qu'on a citées auparavant, la progestérone et l'œstradiol. À son tour, ces deux hormones vont agir en activant des cellules réceptrices au niveau de l'utérus. La réponse de l'utérus correspond à cette évolution cyclique de la paroi, qu'on appelle aussi la muqueuse utérine ou endomètre. Autrement dit, c'est grâce aux hormones ovariennes que l'utérus a un fonctionnement cyclique. Les ovaires influençant le fonctionnement de l'utérus, on explique alors que les deux cycles soient synchrones. Au niveau physiologique, ce synchronisme est extrêmement important puisqu'en réalité, les ovaires vont produire un ovule qui sera possiblement fécondé et en même temps, ils vont permettre à l'utérus d'avoir une paroi d'épaisseur suffisamment importante pour accueillir un éventuel embryon. Vis-à-vis d'une grossesse, il y a donc un fonctionnement synchrone des ovaires qui produisent le gamète et de l'utérus qui produit le milieu dans lequel un embryon, s'il y a fécondation, pourra s'implanter. Dernière chose importante, les hormones ovariennes et en particulier les œstrogènes, donc l'œstradiol, ont un contrôle en retour sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce contrôle se fait en retour puisqu'il y a eu un premier contrôle descendant des centres supérieurs vers les ovaires et que là c'est un contrôle ascendant. En retour, on appelle ça un rétrocontrôle. Le taux d'œstradiol influence donc la production de GnRH, de LH et de FSH. Ce rétrocontrôle, c'est noté ici, peut être positif, on va stimuler la production de ces trois hormones, ou négatif. Le fait qu'il soit positif ou négatif dépend du taux d'hormone, œstradiol. Lorsque la production d'œstradiol est relativement faible, si on revient au cycle, la production d'œstradiol faible, ça correspond au début ou à la fin du cycle, première moitié ou deuxième moitié ici. Donc taux d'œstradiol faible, alors le rétrocontrôle est négatif. Lorsque le taux d'œstradiol atteint une valeur importante, donc ici à J12, le rétrocontrôle de l'œstradiol devient positif, c'est-à-dire qu'il va stimuler la production de GnRH, mais aussi de LH et de FSH. Ça correspond au milieu du cycle. Ici, ça se traduit par le fait que le taux d'œstrogène atteint son maximum à peu près à J12. Alors, le taux est suffisamment important pour que le rétrocontrôle sur l'hypophyse soit positif. Cela déclenche le pic de LH qui se fait à J12, J13, c'est-à-dire juste après. Et ce pic de LH est responsable, dans les heures qui viennent, on dit qu'il faut à peu près 36 heures, de l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule par l'ovaire. Je reprends une dernière fois la suite des événements. Fort taux d'œstradiol qui déclenche le pic de LH juste après, qui déclenche l'événement majeur du cycle, à savoir l'ovulation. Enfin, dans la dernière partie du cycle, l'organisme finit de se préparer pour une éventuelle grossesse. L'ovule reste vivant pendant 24 à 48 heures. C'est le moment où il est fécondable. C'est le moment où aussi, par la suite, la progestérone va permettre de finir de préparer la paroi de l'utérus. Et tout l'organisme féminin se prépare
éventuellement une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation dans les jours qui suivent l'ovulation, l'ovule meurt, la paroi de l'utérus viendra à nouveau à se décomposer au début du cycle suivant. Elle restera intacte et continuera même à s'épaissir s'il y a une fécondation.